Madame, Monsieur, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. La rentrée scolaire 2016-2017 est prévue pour le 13 septembre prochain. Cette année, plusieurs innovations rentrent en ligne de compte. Pour parler de la rentrée scolaire, bien évidemment, et des réformes, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Cabran Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le directeur du cabinet, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci beaucoup. Alors, tout de suite, en plus de l'inscription en ligne, on l'a dit tantôt, plusieurs réformes sont annoncées pour cette année. Pouvez-vous revenir pour nous sur ces différentes réformes et l'intérêt pour le ministère de les instituer cette année? Bien, merci de nous donner l'opportunité de parler un peu de notre école. L'école qui est notre chose commune. L'école est un élément de développement de la société. Et chaque année, lorsque nous amorçons la nouvelle année, il est bien que nous puissions communiquer avec la population. Pour ce qui est de la rentrée 2016-2017, nous disons que nous continuons notre exercice de restauration de notre école. Cette année, nous mettons l'accent sur la qualité. Le thème que nous avons retenu pour l'année nouvelle, c'est la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. C'est vrai que nous sommes dans une phase d'expansion de l'école qui nous appelle à créer beaucoup plus de classes pour prendre en compte un plus grand nombre d'enfants qui viennent frapper aux portes de l'école. Mais en même temps que nous mettons l'accent sur la quantité, il nous faut regarder de très près la qualité de nos produits. C'est pour cela que l'une des réformes majeures que nous voulons faire cette année, c'est le temps de travail. Nous avons tous constaté, nous sommes dans ce pays, que lorsque nos produits viennent du primaire et qu'ils arrivent au secondaire, les enseignants du secondaire se plaignent. Ils se plaignent de ce que la qualité de nos élèves commence à leur poser des problèmes. De la même façon, les élèves du secondaire, après le bac, lorsqu'ils arrivent au supérieur, nos collègues du supérieur font le même constat. Il y a donc un problème au niveau de la qualité de nos produits. Or, au niveau de l'enseignement, c'est la base qui constitue l'élément essentiel. Et cette base est portée par l'enseignement primaire. C'est pour cela que toute réflexion faite, il a plu à Madame le ministre de revoir le temps de travail au niveau de l'enseignement primaire. Ce temps de travail, jusque-là, nous sommes habitués à faire 4 jours dans la semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Cette année, pour des raisons qui sont évidentes, qui sont axées sur la qualité donc, de nos produits, Madame le ministre a souhaité que nous passions de 4 jours à 4 jours et demi. 4 jours et demi, c'est-à-dire l'utilisation de la demi-journée du mercredi. C'est donc l'élément phare que nous voulons porter à votre connaissance pour appeler et les enseignants et les parents, surtout les parents, à libérer les enfants pour que nous puissions faire ce cours-là le mercredi matin. Justement, monsieur le directeur du cabinet, parlant des différentes réformes et de la réforme en question, certains syndicats commencent déjà à grincer des dents avant même la rentrée scolaire. Alors, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a eu une concertation préalable avec ces syndicats avant d'annoncer cette mesure? Je dois dire que je ne sais pas exactement de quoi nous parlons, parce qu'en réalité, on a consulté tout le monde. On a consulté les inspecteurs de l'enseignement primaire, on a consulté les syndicats, on a consulté les associations de parents d'élèves. Ce sont des mesures que nous devions prendre depuis longtemps. On a chaque fois différé, mais il va falloir que nous adressions ces questions-là de façon définitive, une bonne fois pour toutes. Au demeurant, je dis que faire travailler quelqu'un un jour, qui est un jour de travail en Côte d'Ivoire, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas. Quel est le débat que nous faisons? On nous a dit que les produits qui sortent de nos classes posent problème. On nous dit toujours que le taux de redoublement dans nos classes est élevé. Ce taux de redoublement
fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire environ 97 milliards par an. Si nous avons mis le doigt sur ces éléments-là, une chose est de faire le constat, mais une autre est d'apporter les éléments de solution. Et l'un des éléments de solution, nous disons qu'il faut relever le temps de travail pour qu'on puisse rehausser le temps d'apprentissage. C'est de ça qu'il s'agit, ni plus ni moins. On n'a pas demandé à quelqu'un de travailler dimanche. On n'a pas demandé à quelqu'un de travailler samedi. Le mercredi est un jour de travail en Côte d'Ivoire. Et on ne prend pas toute la journée de mercredi qui plus est. On prend seulement la demi-journée de mercredi. Je pense que là où on devait avoir un consensus véritablement autour de la question, c'est-à-dire nous, les enseignants et surtout les parents d'élèves, je ne comprends pas qu'on ouvre un front pour faire un débat qui, de mon point de vue, n'aurait pas dû exister. Au-delà des syndicats, beaucoup d'Ivoiriens se posent également des questions, notamment nos internautes. Je prends une question de M. Roger Hanot, qui aimerait bien savoir, qui dit ceci. Alors, bonjour M. le directeur, les cours de mercredi ne vont-ils pas impacter négativement les activités socio-culturelles et sportives prévues ces jours? Deuxième question, les instituteurs adjoints admis au concours CAP et en formation au CAFOP, actuellement ont-ils droit à des per diem? Voici ainsi libellé les questions de M. Roger Hanot. Ça fait deux questions. La première... ça fait deux choses différentes. La première, alors on revient sur la première question. Est-ce que les cours de mercredi ne vont pas impacter négativement sur les activités socioculturelles? Nous avons prévu tout cela dans l'emploi du temps. Si vous avez discuté avec les techniciens, ils vous montreront l'emploi du temps. Dans l'emploi du temps, il y a tous ces éléments qui sont prévus. Il y a des nouvelles activités que nous avons même inscrites dans l'emploi du temps, comme les notions d'entrepreneuriat. Ça aussi, c'est inscrit. Comme des notions de TIC. Ce sont des dimensions nouvelles que nous voulons inscrire parce que le citoyen nouveau que nous voulons former, le citoyen, c'est un citoyen du monde. On ne peut pas former un Ivoirien à part en ignorant l'environnement qui est mondial. Aujourd'hui, le champ des compétences est réduit. Vous pouvez être Ivoirien, si vous avez des qualités ou des qualifications nécessaires, vous pouvez postuler quelque part en Russie ou dans n'importe quel pays. Nous devons faire de nos enfants des gens aptes à compétir sans complexe aucun, partout où ils peuvent aller. Il faut donc former les citoyens, et l'école de nos parents a vécu. On doit aller de façon dynamique vers l'école qui s'ouvre sur la société. La société moderne, c'est de tout ça qu'il s'agit. Donc nous devons nous donner le temps de faire ce renforcement-là pour que l'enfant qui sort de nos classes soit un enfant suffisamment ouvert sur le monde. Sinon les activités, tout cela, c'est prévu dans l'emploi du temps que nous allons mettre en œuvre à partir de cette rentrée. Je reviens sur la deuxième question de notre internaute qui aimerait savoir si les instituteurs adjoints admis au concours CAP et en formation au CAFOP actuellement ont-ils droit à des per diem? C'est une question à laquelle je n'ai pas beaucoup réfléchi, mais je pense que c'est une formation complémentaire. C'est une formation professionnelle. Je ne sais pas s'il y a des per diem qui sont prévus, mais j'avoue que la question mérite d'être posée aux techniciens de la matière. Encore une autre question d'un internaute, M. Ibrahim Stéphaniao, qui ne comprend pas pourquoi à Tia Salé, en plus de l'inscription de 6 000, on leur demande de payer 10 000 pour des frais d'inscription, qui est 4 000 francs, notamment vont au COGES, à la COGES, et pourtant on dit que l'école est gratuite en Côte d'Ivoire, parce qu'au total ça fait 16 000 francs pour l'inscription selon l'intervention de M. Ibrahim Stéphane. C'est une question qui revient de façon récurrente. Les cotisations exceptionnelles. C'est peut-être une bonne occasion pour que nous puissions expliquer de façon définitive les questions de cotisations exceptionnelles. Lorsqu'on dit que l'école est gratuite, la gratuité de l'école, c'est dans l'accès. Pour qu'un parent inscrive son enfant au niveau du primaire, il n'a pas de sous à débourser. L'État lui dit, vous allez dans n'importe quelle école primaire, s'il y a de la place, vous inscrivez votre enfant. Pas un sou à débourser. Au niveau de l'enseignement secondaire, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a instauré ce qu'on appelle les droits d'inscription. Ça, c'est très réglementaire. 5 000 francs, plus 1 000 francs pour la carte. Maintenant, les cotisations exceptionnelles. Ces cotisations obéissent à une réglementation.
Si vous voulez lever une cotisation exceptionnelle pour un objet précis, vous formulez une requête. Il faut que la requête soit validée et qu'on justifie que ces cotisations-là méritent d'être levées. En réalité, de quoi il s'agit? Vous voyez, quand vous prenez nos villages, nos localités, lorsqu'il n'y a pas d'école dans une localité, vous allez recevoir 1000 courriers. Il n'y a même pas d'école dans notre village. Et l'État, le ministère, cherche des financements pour aller répondre aux besoins des populations. Mais lorsque vous déposez une école dans un village, retournez dans l'école à la fin de l'année scolaire, vous allez voir que c'est le lieu de divagation des ovins et des caprins. L'école qu'on a réclamée à corps et à cri, l'école qu'on vient d'inaugurer, l'école est à l'abandon. On ne sait pas qui s'occupe de nos écoles dans les villages. Et à la rentrée, on vous dit, mais il n'y a plus de table-banc. On vous dit, mais les ampoules qui étaient là ont été enlevées, arrachées. Mais comment vous faites? Quand on sait que l'État doit pourvoir en matière d'infrastructure, sur 2 villages, il y a déjà le premier qui est servi, nous on pense à servir le 2e village. Mais il ne s'agit pas de retourner tous les jours pour aller prendre en compte les besoins que quelqu'un a créés de façon occasionnelle. Et donc, devant ces situations-là, que fait-on? On a dit au comité de gestion, organisez-vous pour que vos enfants n'étudient pas dans le noir. Parce que quand quelqu'un a volé les ampoules, la classe est sombre. Si vous ne faites pas attention, les salles vont être ouvertes et c'est le lieu de n'importe quelle sorte de déviation. C'est comme ça que les parents s'organisent. Il faut arrêter le mal. Et pour arrêter le mal, on se dit, bon, nous allons peut-être prendre un gardien. Mais le gardien, il a un coût. C'est un homme aussi. C'est un parent aussi qui dit, moi, je vais garder l'école. Et donc, le COJES fait un prix avec ce gardien-là, mais qu'il faut payer. Et quand on dit peut-être une certaine somme à repartir sur l'ensemble des élèves qui fréquentent l'école, il faut bien que chacun paye sa part. Ce sont ces cotisations-là qui viennent de façon ponctuelle pour corriger quelque chose qui a été créé par l'homme. Sinon, quand on équipe un établissement, il est complet. Mais l'entretien ne suit pas. C'est laissé à l'abandon et à l'arrivée, on dit non, tout est dégradé. Que fait-on? C'est pour ça que ces cotisations exceptionnelles sont autorisées, bien sûr, sont autorisées si elles respectent les normes pour qu'on puisse corriger les tares que nous constatons. Quelles sont ces normes-là? Est-ce qu'il y a un quota fixé justement pour ces cotisations? Ben, ça dépend des besoins. Ça dépend des besoins, mais nous veillons à ce que ce ne soit pas des montants exorbitants. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop important, ça risque de peser sur les familles. Sinon, les cotisations, ce n'est pas interdit, je le dis, ce n'est pas interdit, mais c'est réglementé, c'est soumis à autorisation préalable. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous recevons aujourd'hui pour vous M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, avec qui nous abordons notamment la rentrée scolaire 2016-2017 et également les questions des réformes mises en œuvre pour cette année. Monsieur le directeur, vous avez parlé du niveau très bas des élèves du primaire, mais également au niveau du supérieur, les enseignants, vous l'avez dit, se plaignent également. Donc, qu'est-ce qui est prévu concrètement après le primaire au secondaire en tant que réforme pour relever le niveau de nos élèves? Question. Je pense que l'élément de réponse se trouverait peut-être au niveau de l'enseignement supérieur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les 3 ministères en charge de l'éducation sont dans une structure que nous appelons la task force. C'est-à-dire c'est un organe qui regarde de façon holistique tout le process au niveau donc, du secteur éducation-formation. Et nous avons souvent des rencontres qui nous permettent de revisiter tous nos principes de travail, de revisiter le contenu de nos process et de voir un peu comment il faut améliorer la qualité donc, de notre système éducatif. Donc là-bas, la question est posée, mais je sais que nos amis de l'enseignement supérieur réfléchissent à ces choses-là, mais je ne suis pas à même de vous répondre de façon précise. Concernant justement les TIC, les nouvelles technologies, qu'est-ce qui est prévu pour également mettre à niveau les élèves et étudiants ivoiriens?
Bon, alors le TIC c'est un chantier, hein, c'est un chantier qui est extrêmement important pour nous. Vous savez que le monde se trouve aujourd'hui au bout des doigts. Nous devons épouser l'ère de notre temps. Nous voulons que nos enfants puissent avoir accès à ce monde-là à partir de ces ressources numériques-là. C'est pour cela que pour le TIC, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension en termes d'apprentissage, en termes d'enseignement. Nous mettons en place un dispositif qui nous permet d'initier nos élèves à la pratique des TIC. Mais je vous dis que ça prend du temps. Nous avons commencé à faire ce travail parce qu'il y a un coût. C'est un processus qui est en cours et qui fait qu'à terme, nous allons pouvoir mettre à niveau tous nos élèves de sorte qu'ils soient compétitifs sur ce plan-là. Le deuxième pan, c'est l'aide à l'apprentissage. Parce que aujourd'hui, nous avons les appuis qui nous permettent de renforcer la capacité de nos enseignants en ligne. Parce que vous savez que le ministère de l'Éducation nationale, c'est le plus gros employeur des agents de l'État. Environ 60% des agents de l'État se trouvent chez nous. Et quand vous devez faire une formation continue de tout ce monde-là, vous ne pouvez pas faire une formation présentielle. Donc nous nous appuyons là-dessus, sur le TIC, pour faire une formation en ligne. Et grâce à des appuis extérieurs, nous avons la possibilité donc, de faire la bonification de nos enseignants en ligne. Le troisième axe, c'est l'aide à la gestion. L'aide à la gestion, avec les TIC, nous voulons raccourcir les délais. Nous voulons accélérer aussi le process. C'est pour ça que vous avez cité tout à l'heure la question de l'inscription en ligne. C'est un élément de gestion qui nous permet d'aller très vite, de supprimer un certain nombre de facteurs qui pèsent fondamentalement sur la gestion du système. Vous comprenez qu'on a un ministère qui est énorme. Ce ministère, il est répandu dans tout le pays. Tout le pays. Partout où il y a une école, il y a un village, il y a forcément une école. Alors, si vous vous amusez à gérer ce ministère-là de façon manuelle, vous êtes rattrapé chaque fois et vous n'arriverez jamais à destination. Donc nous disons qu'il faut s'appuyer fortement sur les TIC pour accélérer et moderniser nos process. Donc ce sont les 3 dimensions que nous utilisons ici pour avoir une assise véritable des TIC au niveau du ministère de l'Éducation. Désormais, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur du cabinet, pour cette rentrée, qu'est-ce qui est prévu pour faire respecter cette nouvelle loi? Écoutez, quand on dit l'école obligatoire, c'est bien de le dire ainsi. Mais en réalité, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui a fait un enfant, mets ton enfant à l'école. Mais en le disant, nous sommes dans un exercice où il faut amener les uns et les autres à comprendre que la place de l'enfant, c'est à l'école. Vous comprenez qu'il y a des gens qui se mettent en ménage, qui cherchent longtemps un enfant. Ils le cherchent pendant des années entières. Mais quand vous avez eu cet enfant-là, votre mission que l'État vous demande aujourd'hui, vous étiez hier marié. Après vous avez un enfant, vous êtes parent. Quand l'enfant atteint 6 ans, vous devez devenir parent d'élève. La place de votre enfant que vous avez longtemps cherché, cette place-là, c'est à l'école. Donc l'État vous dit, hey, vous avez fait un enfant, monsieur, mettez l'enfant à l'école. Parce que cet enfant, il doit participer au développement de son pays. Vous ne pouvez pas faire un enfant qui va être en marge de développement et puis celui qui va peser sur la société. Ça n'a pas de sens. Donc l'école obligatoire, c'est dit simplement celui qui a fait un enfant qui le mette à l'école. Ben, nous sommes dans une dynamique, hein, je vous l'ai dit. Notre dynamique, c'est d'être très clair. Nous devons apporter l'école au plus profond de nos populations, au plus profond du pays. Il faut aller le plus loin possible. Ce que nous avons retenu, c'est que la distance entre 2 écoles doit être raccourcie. Jusque-là, on était sur 5 km, mais on a ramené ça à 3 km. Faire en sorte qu'entre 2 écoles, il n'y ait pas plus de 3 km, dans la mesure du possible. Donc, nous avons un adressage précis qui nous permet de dire
là où les besoins existent, là où il faut aller déposer les écoles. Ça, c'est la phase de construction. Nous continuons ce travail-là. Deuxièmement, quand vous avez ouvert une classe, il faut recruter aussi un enseignant pour tenir la classe. Nous sommes dans cette phase-là aussi de recrutement d'enseignants. Ça veut dire que la part de l'État, nous continuons de faire notre part. Construire des classes, recruter des enseignants, équiper donc ces classes-là et insister sur la qualité de nos produits. C'est ce que nous faisons. Maintenant, l'autre part, c'est la population. Celui qui a fait un enfant, qui le dépose à l'école. Celui qui est enseignant, qui vient à l'école. Il a été recruté pour ça, pour qu'il fasse son travail. C'est ce que nous faisons. Monsieur le directeur de cabinet, je vous prends au mot. Vous avez parlé de recrutement d'enseignants aujourd'hui. Quelle est la situation? Existe-t-il un déficit en la matière en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. Bien sûr. Heureusement, quelle est la politique mise en œuvre justement par le ministère pour combler ce déficit? Oui, le déficit, il est structurel et puis il est conjoncturel. Structurel parce que on crée beaucoup de classes, il faut le dire. On joue sur deux paliers là. Il y a des sorties de carrière, voilà, qui sont appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Donc chaque année, il y a un lot qui sort. Ensuite, il y a les nouvelles créations. Donc l'un dans l'autre, ça fait un appel. Et quand vous mettez ça ensemble, il faut ajouter la nouvelle création. Du coup, chaque année, c'est un dynamisme qui est là, qui fait que nous recrutons toujours des enseignants. Au niveau du primaire, ça se stabilise plus ou moins. Mais au niveau du secondaire, je dois vous le dire, nous avons beaucoup de soucis. Au niveau du secondaire, beaucoup d'établissements sont ouverts d'année en année et les déficits se font jour dans ce taux d'enseignement-là parce que les recrutements ne suivent pas toujours le niveau de construction. Voilà. Et sinon, nos besoins sont là et il faut bien que nous puissions y faire face. Monsieur le directeur de cabinet, je m'en vais prendre maintenant une autre question d'un internaute qui dit ceci. Monsieur le directeur de cabinet, quelle est la situation des instituteurs détachés dans les directions centrales qui sont bloqués en B3 injustement alors que leurs collègues de ces mêmes directions sont passés en A3 en conseiller pédagogique? Alors, quelle est la politique mise en œuvre par le ministère pour régler cette question selon monsieur Bernard Audy? Monsieur Bernard Audy, il le sait bien. Quand on est agent dans un bureau, ça ne fait pas de valeur ajoutée. On est recruté dans un emploi. On est recruté dans un emploi. Quand on est instituteur, on est instituteur. Ce n'est pas parce que vous êtes sorti d'une classe, vous venez dans un bureau, que ça vous fait une qualification extraordinaire qui va vous faire passer de B3 en A3. Je n'ai jamais compris cette logique-là. Parce qu'on est venu au bureau, on dit, mais il faut me reclasser, mais qui va vous reclasser? Vous avez fait quel concours pour être en A3? Ce sont de fausses idées. Je pense que c'est l'occasion de demander à nos collègues là, pour changer d'emploi, c'est un concours. Les conseillers dont ils parlent, aujourd'hui c'est un emploi. Celui qui fait ce concours-là, de B3, quand il est admis à ce concours, il sort, il en a en A3. Ce qu'on a dû reclasser de façon exceptionnelle, ça c'est fini. C'est fini. On ne peut pas dire à quelqu'un, parce que hier vous étiez dans une salle de classe, vous dites peut-être j'ai quelques soucis de santé, je ne peux pas tenir trop dans les classes, trouvez-moi un poste administratif dans un bureau, et dès que vous arrivez, il faut me reclasser. Quel est l'intérêt de ce genre de choses-là? Ce n'est pas du tout correct. Et nous disons qu'on ne fait pas de célébration de ces choses-là, c'est trop facile. Voilà. Monsieur le directeur de cabinet, nous sommes au terme de notre entretien. Avant de terminer, nous aurons l'occasion de lancer un appel à toute la nation ivoirienne. La rentrée, c'est dans quelques jours. Votre appel est attendu. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne occasion et je voulais la saisir pour lancer un vibrant appel à toute la population ivoirienne. L'école est au cœur de la société. Nous souhaitons que notre école puisse être le reflet d'une société dynamique que nous voulons. Nous avons dit qu'il faut donner la chance à tous les enfants d'avoir accès à une école. Quand les enfants ont accès à l'école, ils peuvent jouer leur destin. Le destin de chaque enfant se trouve en lui-même, sa capacité, son intelligence. C'est ça qui va faire de lui, qui va faire de cet enfant-là un citoyen réalisé. Nous disons que le tout, ce n'est pas de mettre l'enfant dans une école. Mais il faut que nous accompagnions ces enfants-là
la façon la plus efficace possible pour qu'ils puissent éclore. Et l'une des façons que nous souhaitons cette année, c'est de dire qu'il faut augmenter le temps de travail. Augmenter le temps de travail, c'est augmenter le temps d'apprentissage. Dans la sous-région, je m'autorise à vous dire que la Côte d'Ivoire était le pays qui était à la traîne par rapport au temps de travail. Quand je vous prends le cas du Bénin, ils sont à 175 jours dans l'année. 175 jours. Quand je prends le cas du Cameroun, ils sont à 180 jours. Je prends le cas du Sénégal, ils sont à 160 jours. Nous, en Côte d'Ivoire, avec l'augmentation que nous venons d'opérer, nous sommes à 165 jours. Les 5 jours dont on parle ici, mais ça se pratique dans tous ces pays que je viens de citer. Ils n'en sont pas morts. Donc aujourd'hui, ce que je demande à la population, ce que je demande aux parents d'élèves, ils nous ont toujours interpellés par rapport à l'utilisation du mercredi matin. Vous êtes dans ce pays, vous avez toujours constaté que tous les mercredis matins, nos écoles sont prises d'assaut par les enfants, moyennant somme. Oui, les parents nous ont toujours interpellés. Vous êtes conscients aussi que dans nos villages, même dans les villages, ça se fait. Aujourd'hui, nous disons que tous les facteurs sont réunis, ma foi, pour dire qu'il faut officialiser donc ce temps de travail-là pour le mettre à la disposition de tous les parents, sans débourser un sou. Là où on payait hier, on nous dit maintenant on ne paye plus. Il faut donc que les enfants viennent en classe et je voudrais demander aux parents de libérer les enfants pour que les mercredis, il y ait effectivement des cours. Je demande aussi à nos collègues enseignants, écoutez, ce qu'on demande, c'est simplement dire aux gens d'aller au travail. Ni plus ni moins. Aller au travail, je ne pense pas que ce soit suicidaire. On vous dit, on vous donne la possibilité de travailler mieux et d'affiner vos résultats. Quel est le drame qui est derrière cette affaire? Qui viennent au travail, Madame le ministre a dit qu'on se donne le temps de faire un bilan à mi-parcours de l'application de cette mesure. Les autres pays qui l'ont fait avant nous, ben, s'ils sont dans cette disposition-là, c'est que c'est quelque chose de rentable. Nous ne passons pas de 4 à 5 jours, mais nous passons de 4 à 4 jours et demi. C'est donc sur ça que le débat se fait aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'on joue à la terre. On a besoin de sérénité, on a besoin d'assurer tous les parents, tous les acteurs autour de l'école. Je les invite donc à se ressaisir pour que l'école puisse reprendre sa place à partir du 13 septembre prochain, pour que à la fin nous soyons là pour dire bon, on n'a pas eu tort de prendre la décision. Voilà. L'augmentation du temps de travail est l'une des réformes majeures de cette rentrée 2016-2017 prévue le 13 septembre prochain. Pour en parler, mesdames, messieurs, amis internautes, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous M. Cabran Assoumou, directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale. On se retrouve quant à nous pour un nouveau numéro de Direct du jeudi prochain. D'ici là, restez connectés au réseau WebLogic.